Bonsoir tout le monde, bonsoir, 28 mars 2024, le 7e épisode du Street Scout Podcast. Que tu sois de Bécomo, Laval ou du Lac-Simon, nous te saluons et te remercions d'être avec nous pour notre 7e épisode déjà du Street Scout Podcast. Comme à l'habitude, je suis avec mon chum Brad. Comment ça va mon homme? Ça va bien, toi, man? Ça va super bien, ça va super bien. Street Scout Podcast a grandi dans la dernière semaine. On s'est fait un petit cadeau. On s'est doté de la plateforme Instat pour effectuer plus de visionnements, pour vous donner des analyses et des évaluations encore plus précises sur les espoirs du prochain repêchage. On est très content de ça. On grandit vite, hein, mon brave? Ouais, ça va plus vite qu'on pensait, je te dirais. Ça va plus vite qu'on pensait, c'est le fun, on est content. Aujourd'hui, au programme, on va vous parler de 10 espoirs admissibles pour le prochain repêchage, évidemment, de la Ligue d'Ontario, de la OHL, puis on s'est concentré sur les défenseurs. Donc, on a 10 beaux défenseurs à vous présenter. On a des joueurs qu'on a parlé dans les précédents podcasts, dont je pense rapidement à Sam Dickinson, Zane Parek. On va voir dans cet épisode-là si nos évaluations sur ces joueurs-là ont changé ou non. Ça va être très intéressant. Par la suite, mais notre chum Fred est allé à la rencontre de Beckett Seneke. On va vous présenter son entrevue. Fred va être avec nous. On va pouvoir en jaser. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de l'entrevue. C'est du très bon stock. Yes. Puis pour finir, on a eu une question du public très intéressante de notre chum Memo Villanueva. Moi, c'est sûr que mon prochain kid, je l'appelle de même. Une question très intéressante. On va prendre le temps de vous en jaser. Puis Fred va rester avec nous aussi pour la question du public. Bref, on a bien hâte de vous présenter ce show-là. On est-tu prêt, Robert? Yes, sir. Donc, allons-y pour notre premier espoir de la soirée. Et j'ai nommé le défenseur Lucas Fischer. Lucas Fischer, un défenseur du Sting de Sarnia, qui est le fils là, de Jiri Fischer, l'ancien défenseur des Red Wings de Détroit. Arrière de 6 pieds 4, 180 livres. Fait intéressant sur Lucas Fischer, Brabant. Il est né le 9 septembre 2006, donc c'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. S'il était né une semaine plus tard, Lucas aurait été admissible au repêchage de l'année prochaine. Arrière que la double citoyenneté américaine et tchèque. En ce moment, la centrale de recrutement de la Ligue nationale le classe au 55e rang parmi les patineurs nord-américains. Cette saison, avec le Sting de Sarnia, une saison complète pour Fischer, 68 matchs, 6 buts, 28 passes, 34 points. On a parlé tantôt off-cam, Brabant. Vas-y donc pour ton analyse de Lucas Fischer. Yes, dans le fond, on avait pas mal la même analyse, je te dirais bien, mais ça ressemble beaucoup d'un défenseur qui est très responsable défensivement, qui joue une game très physique. Pas le meilleur patineur, pas le plus mobile. En général, c'était le défenseur, dans mes visionnements, c'était le défenseur le plus utilisé à Sarnia. Il jouait en moyenne, je pense, quelque chose comme 24-25 minutes par match, ce qui est vraiment beaucoup. Mais dans mes visionnements que j'ai vus, moi, je trouvais pas vraiment que c'était un défenseur. Tu sais, dans sa zone, il était vraiment responsable, tout le temps bien positionné. Il dégageait le devant de son filet. Il ne laissait pas de retour. Il sortait vraiment la puck d'en avant du gardien. Mais c'est son côté offensif. Puis, mettons, sortir la rondelle de sa zone, je trouvais que c'était quand même assez difficile. En zone offensive, je trouvais beaucoup que quand il recevait la passe de son autre défenseur, il jonglait beaucoup avec la rondelle. Puis souvent, il était obligé de ressortir de la zone pour reconstruire le jeu. Sinon, j'avais remarqué aussi... voyons. Que c'est ça, à l'occasion, dans le fond, sur certaines séquences, autant que tu pouvais pas le voir de la séquence, autant que l'autre séquence suivante, c'était le gars qui était le plus vu sur la séquence. Mettons, il est vraiment séquentiel, on dirait que je trouvais sur certains jeux. OK. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé.
Ben moi, c'est mon analyse ressemble à la tienne, sauf que moi, j'aime ce genre de défenseur-là. Ouais. C'est vraiment c'est un stay-at-home defenseman. Là. C'est ça, c'est un arrière qui excelle dans une zone, puis c'est dans sa propre zone. Ouais. Mais j'aime son gabarit. C'est pas le plus gros défenseur, mais Longue portée. ouais, mais je le vois mettre du poids sur sa charpente. Là, je vois un 6 pieds 4, 6 pieds 5 à 200 livres potentiellement dans la Ligue nationale. Qu'il ne soit pas offensif, ben évidemment, là, on aime ça quand les défenseurs apportent une production offensive intéressante, mais c'est pas. Pour moi, ça ne me fait pas tomber en bas de ma chaise. Je trouve qu'il y a une bonne présence dans sa zone, un long bâton, un bâton très actif. Puis, ben, je suis obligé de t'avouer que moi, j'aime son côté physique. Là, Ouais. dans les dernières rencontres que j'ai regardées de lui, là, l'attaquant qui va venir lutter pour la rondelle sur le long de la rampe contre Fisher, mais souvent, il mange ça chaud. Là. Ouais. Fisher, il est bon du bâton. Il donne des bons coups d'épaule. C'est sûr que je ne le vois pas comme un défenseur de première paire, puis en tout cas, probablement pas de deuxième paire, là. Mais je le vois, je projette bien son style de jeu dans la Ligue nationale. C'est un défenseur qui excelle en désavantage numérique. C'est le genre de défenseur que les entraîneurs aiment. Ouais. C'est sûr que j'ai pas. Mon évaluation de Fisher n'est pas complète là, parce que j'ai pas énormément de visionnement dessus. Puis quand je dis l'évaluation n'est pas complète, là, j'essaie d'avoir une évaluation relativement complète à 8, 10, 12 visionnements et plus. Fisher, je ne suis pas encore rendu là. Donc, ce que je vous verbalise en ce moment va peut-être changer dans les prochaines semaines. Mais en ce moment, Lucas Fisher, un défenseur que j'aime, il est classé 55e. On parle d'un espoir de troisième ronde. En troisième ronde, je suis très à l'aise là, de prendre un Lucas Fisher là, sans aucun problème. Autre chose à rajouter sur le fils de Yeri? Non, ça a bien du sens, ce que tu dis. C'est bien rare que ça ne fait pas de sens ce que je dis. Prochain défenseur au programme ce soir, j'ai nommé Finn Harding, un défenseur des Steelhead de Mississauga. Contrairement à Fisher, Harding est un des vieux défenseurs de ce repêchage-là. Là, il est né le 2 mars 2005. Donc, c'est un overreach, un défenseur de 6 pieds 1, 183 livres. Le fait que ce soit un overreach l'amène à être classé beaucoup plus loin sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, qui le classe en ce moment au 174e rang parmi les patineurs nord-américains. Mais on veut vous en parler parce que je pense qu'on l'aime. En tout cas, je ne veux pas parler pour toi. Là. Mais cette saison à Mississauga, en 68 matchs, 10 buts, 24 passes pour Finn Harding. Je te passe la POC, mon chum, pour que tu me parles de ce défenseur-là. Je te dirais que c'est rare. Tu sais, mettons, j'aime plus ou moins des défenseurs défensifs. Mais lui, je trouve qu'il fait vraiment le travail dans l'ancien, mettons, son style de jeu défensif. Je trouve qu'il est excellent dans sa zone. C'est vraiment un défenseur très responsable défensivement. Il est calme avec la rondelle. Je trouvais qu'il ne prend pas beaucoup de chance. Tu sais, ses sorties de zone sont simples. Il ne fait pas des choses compliquées, dans le fond. Puis, c'est ça. Dans le fond, je trouvais qu'il anticipait beaucoup. Il anticipait bien le jeu. Il coupe beaucoup de lignes de passe. Puis tu parlais justement de Fisher, que le long de la rampe, il joue vraiment physique. Mais Harding, ça en est un autre qu'il n'a pas peur d'aller batailler le long de la rampe. Puis il joue vraiment de l'épaule. Le dernier visionnement que j'ai vu ce matin, là, il a fait deux bonnes mises en échec, puis c'était 2 solides. Là. Il n'a pas peur d'aller batailler. Puis, mais mettons, son côté offensif est moins présent, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, il y avait quand même une bonne shot au filet. Il y a un bon tir du poignet. Puis, mais côté, son coup de patin, par exemple, il est comme il est en bas de la moyenne. Là. C'est quelque chose qui devrait améliorer un petit peu, puis que sûrement que ça le ferait monter au classement éventuellement s'il améliore ça.
Ouais, moi, le 174e rang me surpris parce que moi, je le vois se faire repêcher là, dans une Ouais. ronde lointaine. Là, mais tu parlais de Fisher, puis je pense qu'il y a une comparaison intéressante à faire entre les deux défenseurs. Deux arrières qui jouent un peu le même style, là, tu l'as bien Ouais. dit. Euh, je- En ce moment, je dirais que Finn Harding, tu as raison, c'est pas le plus grand patineur, mais je lui donnerais un avantage au niveau du patin comparativement à Fisher. Fisher, il est plus jeune, là. Ouais. Il a encore bien du temps pour se développer. Là. Puis Harding aussi. Là. Mais Harding un petit peu plus petit, mais tout aussi fort physiquement, tout aussi agressif dans les coins de patinoire. C'est difficile de jouer contre ce défenseur-là. Puis il a un rôle vraiment prédominant là, avec Mississauga. Là. C'est un défenseur, on lui fait énormément confiance. Ouais. Le fait qu'il est overrated, c'est ça. Le fait reculer au classement, mais je serais vraiment pas surpris là, de le voir repêcher là, au prochain repêchage. Pareillement. Donc voilà pour Finn Harding. On dirait qu'on va vite, ici, on a hâte de parler à Fred. Euh, voilà pour le défenseur des Steelheads de Mississauga, Finn Harding. Notre prochain défenseur à parler, c'est notre préféré aux deux, c'est notre préféré. Et j'ai nommé Anthony Cristoforo, défenseur des Spitfire de Windsor, arrière de 5 pieds 11, 181 livres. En ce moment, Anthony est classé au 101e rang parmi la centrale de recrutement de la Ligue nationale. C'est vraiment difficile là, à Windsor cette année. Là, on a raté les séries. Puis là, tu me disais avant le show, Brabant, que les Spitfire avaient remporté la loterie de la Ligue de l'Ontario. Yes, sir. Et parleront donc au premier rang au prochain repêchage de la OHL. En 67 matchs, Cristoforo, 7 buts, 31 passes pour un total de 38 points et un excellent différentiel de moins 43. C'est quoi ton analyse d'Anthony Cristoforo? Ah, c'est dur. C'est pas vraiment mon style de défenseur, je te dirais, puis je pense pas que ce soit le style de défenseur de beaucoup de gens. Premièrement, je le trouve très mou sur ses patins. Je dirais que toutes les séquences, je me demande s'il va pas tomber. On dirait qu'il est tout le temps en déséquilibre. Puis son 180 livres, je sais pas c'est où qu'il l'a pris, mais selon moi, il était pas tout nu, ça pesait, certain. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, mettons, dans sa zone, je le trouve souvent perdu. On dirait souvent qu'il cherche où se positionner. Il est tout le temps. Il est tout le temps genre pressé de sortir de sa zone. Tu le vois tout le temps qu'il il a tout le temps un coup de patin vers en avant, puis ses replis sont vraiment très lents. Fait qu'il aide vraiment pas son équipe. Il aide vraiment pas son équipe sur les replis. Là. Puis dans le fond, son coup de patin, en plus, il est très moyen. Fait que ça ne l'aide pas vraiment, mais côté positif, je trouve qu'il y a une belle. Il y a une belle vision du jeu, dans le fond. Ouais. Il est quand même c'est un bon dans le fond, c'est un passeur, c'est un excellent passeur avec une bonne vision. Dans une offensive, il fait très bien le travail. Là. Mais je te dirais qu'en général, son jeu général ne m'impressionne pas vraiment. Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai noté qu'il y avait des aptitudes offensives intéressantes. Tu as parlé de sa vision du jeu. Il y a une bonne vision du jeu. Là. On ne dira pas qu'elle est excellente, là, mais il y a Ouais. une bonne vision du jeu. Alimente bien ses coéquipiers en zone offensive. Son coup de patin correct. Mais c'est comme tu le dis, en plus, les Spitfire de Windsor ont passé énormément de temps dans leur propre zone cette saison. Puis, tu sais, là, juste avant de commencer le show, là, je me tapais un dernier visionnement sur Cristoforo en tout cas, pour solidifier mon analyse de lui. Puis il est complètement perdu comme un jeu de cartes dans sa zone. Là. C'est difficile. Il est perdu. Puis deux, son manque de force physique l'affecte au plus haut point. Là. C'est perd ses luttes le long des rampes. Des fois, il y a la rondelle, il y a un couvreur qui vient, bon, j'allais dire rapidement, mais qui vient juste le couvrir, puis le tasse comme un Kleenex, tabarnak. Là. C'est vraiment, c'est vraiment déficient dans sa zone. Puis, tu sais, tantôt, j'aime mieux, on parlait de Fisher, il n'y a aucune comparaison à faire entre les deux. Là. C'est vraiment les deux opposés comme défenseurs.
J'aime mieux prendre un défenseur strictement défensif qu'un défenseur strictement offensif. Tu sais. Puis surtout de l'offensive de Cristoforo, je suis pas prêt à. Ouais, c'est ça, là. C'est pas un corps arrière sur l'avantage numérique. C'est rien de ça, là. Fait que, il est classé 101e. Tantôt, on avait Harding 174e. Moi, j'ai Harding avant Cristoforo demain matin. Puis je te dirais même que Anthony Cristoforo, oui, messieurs. Oui, messieurs. Messieurs. Oh, que oui, mon chum. Oh, tabarnak, oui. Anthony Cristoforo est le premier joueur à être sur la Hartford list de Brass. Oui. Tantôt, Fred, quand on te rentrera dans le podcast, on va t'expliquer c'est quoi notre Hartford list. Je pense que tu vas bien trouver ça drôle. Puis toi, la semaine passée, c'était qui ton joueur, ton premier joueur? Adam Yeko. Adam Yeko, ça... c'est hâte. Un jour, on fait un podcast sur notre Hartford list. Donc voilà, pour Anthony Cristoforo, je pense que c'est la première fois là, qu'on en parle dans nos podcasts. Ouais. Et ce sera la dernière. Ouais, on n'en parlera pas bien plus. Là, on a commencé par vous parler des défenseurs un petit peu dans les rondes lointaines. Là. Les Top Guns arrivent, soyez patients. Ça arrive à grands pas. Le prochain est un défenseur très intéressant. Très intéressant. Je le trouve très intéressant. J'aime son potentiel. J'aime son plafond. Et j'ai nommé Jakub Febiger, un défenseur tchèque qui joue également avec les Steelheads de Mississauga puis qui forme une paire avec Finn Harding, hein, vraiment? Exactement. Défenseur de 6 pieds, 172 livres en ce moment. Ce défenseur tchèque est classé au 52e rang parmi la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Fait qu'on parle d'un choix selon la Ligue nationale, de fin de deuxième ronde, début de troisième ronde. Cette saison, à Mississauga, en 61 matchs, on parle d'une production offensive de 7 buts, 36 passes pour un total de 43 points. Qu'en penses-tu, toi, de Jakub Febiger? Ben, moi, je te dirais que d'un défenseur qu'on a parlé, qu'on va parler dans le podcast, c'est pas mal un des défenseurs que je trouve qui s'est quand même beaucoup amélioré depuis le début de la saison. En début de saison, je le trouvais vraiment très ordinaire. Je trouvais qu'il jonglait beaucoup avec la rondelle puis qu'il avait vraiment pas de l'air. Il avait de l'air stressé. Mettons, il était vraiment nerveux avec la rondelle puis. Souvent, ça causait dans sa zone, il faisait des mauvaises passes, des mauvaises sorties de zone. Puis les derniers visionnements que j'ai vus de lui, je l'ai trouvé pas mal plus calme avec la rondelle. Ses sorties de zone étaient pas mal plus à point. Il n'avait pas peur de transporter la rondelle d'une zone à l'autre. Je te dirais que son tir sur réception, j'ai vu à plusieurs occasions faire des bons tirs sur réception. Son coup de patin, il est correct. Tu sais, mettons, c'est pas un excellent coup de patin, mais je le trouvais quand même assez rapide. Il est quand même assez mobile aussi, en fait. Oui. Puis ce que j'ai aimé de lui, c'est que c'est aussi un des défenseurs les plus utilisés à Mississauga. Je pense que c'est le deuxième défenseur le plus utilisé à 5 contre 5, puis en powerplay, il est sur la première unité de powerplay. C'était le deuxième pointeur des défenseurs. Puis, une petite analyse encore, c'est que, mettons, j'étais allé un peu plus loin là, avec notre nouvelle plateforme. C'est comme plus intéressant un petit peu. Là. C'est sur ces 36 passes, il y en avait 20 qui c'était des premières passes. Fait que tu vois beaucoup que c'est lui qui est plus impliqué dans le jeu qu'il était en début de saison. Ouais. Il y a pas mal plus de chances que la passe primaire soit une passe décisive sur un but. Exact. Que la passe secondaire. Fait que c'est. on s'en parlait là, off-cam, puis je trouvais que c'était des statistiques très intéressantes que tu nous apportais là. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, tu peux enchaîner, ouais. Ben moi, tu sais, là, on parle de la Ligue de l'Ontario. Là, quand on parle des défenseurs de la Ligue de l'Ontario, on pense rapidement à Sam Dickinson, à Zane Parek, à Henry Muse. Moi, Febiger, là, il n'est pas super loin en arrière d'eux. Là. Pour de vrai, je trouve que en ce moment, il est un petit peu en retard d'eux, là, mais je le vois, comme tu l'as bien dit, là, il se développe à vitesse grand V là, cette année. Là. Tu as parlé de sa mobilité. Moi, un défenseur mobile, je le vois plus gros que 172 livres aussi. Là. C'est vrai que je peux me permettre de croire qu'il a mis du poids sur sa charpente au cours de la dernière année,
Il est bon dans les 3 zones. Il n'est pas excellent dans les 3 zones, mais c'est en développement. C'est ça, déplace bien la rondelle, bonne première passe. Il y a une utilité en avantage numérique, une utilité en désavantage numérique. J'ai comme l'impression que c'est pas un expert dans rien, mais il est bon dans tout. Ouais. Petit bémol, là, c'est ça, c'est un jeune défenseur, là, un petit peu inconstant par moment, là, parce que je trouve que c'est un défenseur qui est généralement bon défensivement, mais peut-être un à deux chiffres par match, il va te faire une erreur qui va provoquer une occasion de marquer adverse. Mais je vais pas fou avec ça. J'aime beaucoup son potentiel. Je le projette très bien dans la Ligue nationale. Là, on parle 52e. Hein, moi, je le vois. Puis, en tout cas, on parlera de la liste de Craig Button plus tard. Ouais. Là. Mais moi, je pense que ça se peut que ce joueur-là sorte en première ronde. Fin de première, là. OK, moi, on parle pas je serais surpris, par exemple, mais c'est ceux qui rôdent dans les alentours, comme tu dis, de la fin de première, début de deuxième. Moi, je l'aurais peut-être plus en milieu de deuxième ronde, là, mais je peux comprendre aussi le monde qui l'ont en plus tôt. Là. Ouais, puis là, mais ces gars sont en série. Là, Ouais. c'est vraiment le scouting, là, le scouting qui s'en vient, c'est le scouting le plus important. Là. Oui, on a eu des matchs en début de saison, on a vu le Linka Gretzky, des matchs en milieu de saison, mais là, fin de saison, les séries éliminatoires, c'est vraiment là que le scouting est le plus important pour moi, en tout cas. Là. Exact. C'était mieux voir une progression qu'une régression aussi. Là. Si tu vois qu'il y a une progression, tandis que tu en vois d'autres que la fin de saison est moins bonne, tu lui dis, ouais, c'est comme. Ouais. Il y a cette façon-là aussi. Là. Souvent, à cet âge-là, tu verras. Il n'y a pas beaucoup de régression, mais il y a des joueurs qui ont le statu quo en tabarouette. Là, qui stagne pas mal. Ouais, qui stagne pas mal. Fait que c'est pas le cas de Fébiguerre. Là. On a une belle progression. Puis je m'attends encore à le voir progresser dans les séries éliminatoires. C'est un défenseur, c'est ça que tu l'as dit, qui est beaucoup utilisé par son entraîneur, qui a la confiance de son coach. Non, je l'aime beaucoup. Jacob Fébiguerre, on va en parler, lui, dans les prochaines semaines, comparativement à Cristoforo. Puis moi, je trouvais que Fébiguerre aussi, bon gap, ferme bien la ligne bleue. On a parlé de Cristoforo. Là. Cristoforo, des fois, là, il est quasiment rendu au top de ses cercles. Puis le joueur adverse qui a la rondelle, il est dans zone neutre. Là, il est à ligne rouge du centre. Il recule vraiment trop rapidement, Cristoforo. Peut-être un léger manque de confiance en lui. Là. Mais Fébiguerre, je le trouve tight à sa ligne bleue. Il a un excellent gap. L'approche au porteur est très bonne. Je pense que je l'aime. Hein? Ouais, je pense que oui. Moi, j'avais vu aussi, par exemple, que devant son filet, il n'était pas tant agressif, par exemple. J'aurais aimé ça qu'il tasse le joueur un peu plus en avant de son filet. Mais c'est des détails qui. Intéressant. Je dis pas que t'as tort. Prochain défenseur, je pense en a un que t'aimes bien gros. Et j'ai nommé Ben Danford, défenseur des Generals d'Oshawa. Arrière de 6 pieds, 176 livres. C'en est un autre que je suis surpris de voir à 176 livres seulement. Là, on monte un peu plus dans le classement. Là. Danford, 32e parmi la centrale de recrutement de la Ligue nationale, toujours parmi les patineurs nord-américains. Donc, on parle d'un espoir de deuxième ronde. Cette saison, en 64 matchs à Oshawa, un but seulement, mais 32 passes pour un total de 33 points, différentiel de plus 27. Parle-nous donc de ton beau Ben Danford. Moi, je te dirais, pour commencer, je trouve que ce gars-là, sur la patinoire, il y a une prestance. Mettons, on dirait qu'il c'est un. Il y a tellement. On dirait qu'il y a de l'assurance qui sort de ce gars-là. Dans la zone défensive, pour de vrai, il excelle. C'est pas le plus rapide, mais moi, je le trouve vraiment mobile, vraiment agile. Il bloque beaucoup de rondelles en se couchant en se couchant sur la patinoire. Puis il s'enlève comme s'il mesurait 5 pieds. Pour de vrai, il anticipe vraiment très bien le jeu en zone défensive. Il intercepte beaucoup de passes. Son bâton, il est vraiment actif. Je trouvais qu'il sortait très bien la rondelle de sa zone. Son jeu défensif, pour de vrai, je pense qu'il est A1. C'est vraiment un excellent défenseur défensif. Il distribue très bien la rondelle aussi en zone offensive parce que dans le fond, il évolue sur le premier piqué puis sur le deuxième avantage numérique. Puis j'ai trouvé qu'il distribuait très bien la rondelle. Son tir, il est correct, mais sa force, c'était vraiment de distribuer la rondelle. Ouais. Mais en général, je trouve vraiment qu'il joue une game simple. Il ne fait rien de compliqué.
Puis il fait du bon boulot, en fait. Là. C'est vraiment. Il fait pas beaucoup d'erreurs en général. Là. Non, non, moi j'ai très peu vu d'erreurs de Danford. Là. J'ai envie de te dire que je n'ai pas vu. Tu sais, c'est pas Ben, un. c'est ça, je suis un peu comme ça aussi. Hein. Puis, t'as-tu parlé de son coup de patin? Ouais, j'ai dit c'était pas le meilleur coup de patin, mais qu'il était vraiment. Tu sais, pour un coup de patin moyen, je le trouve vraiment mobile puis agile. Ouais, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que moi, je trouvais que c'est ça. Je trouve qu'il se déplace quand même bien sur la patinoire. Défenseur défensif, effectivement. Là. C'est ça, pas le meilleur lancé, là. Mais défensivement, moi, c'est ça, j'aime ce genre de défenseur-là, Ouais. Colin. Une Ben, c'est présence. parce qu'il il excelle, on Vas-y. dirait. Tu sais, il est vraiment. Moi, pas de vrai. Je pense que cette semaine, j'ai peut-être vu. J'ai même checké un autre visionnement pour être sûr. Puis je le trouve vraiment. Il est beau à voir en défensive. Pour de vrai, c'est Ouais. rare que je trouve un défenseur beau en défensive, mais lui, c'est parfait. Il n'y a Non, rien d'autre à ouais, dire. ouais. C'est une présence rassurante pour son équipe dans Ben, sa c'est ça, zone. Là. Tu sais, exactement. là, J'aurais pas dit c'est mieux. rassurant. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça. Défenseur très simple, mais très efficace. La première passe est là, elle est tout le temps sur le tape. Tu mets ce défenseur-là sur la patinoire, puis tu sais ce que tu vas avoir, puis tu ne seras jamais surpris. On Non, en c'est ça. parlera tantôt là, de notre beau Nathan Beaulieu, Sam Dickinson, excusez. On va en parler tantôt, mais c'est zéro un défenseur à risque. Son style se projette très bien. Facilement. Puis il monte dans les listes, dans les différentes listes au cours. Il a monté dans les différentes listes plutôt au cours de la dernière saison. Non, ton analyse est très précise et très exacte. En tout cas, je la partage concernant Ben Danford. En plus, Danford. il fait un duo avec un gars qu'on va parler tantôt. C'est les deux opposés, maintenant. Puis qui se complète très bien. C'est fou. C'est Qui se l'enfer. complète très bien. Un Christy beau duo. Oui, t'as raison. T'as raison. OK. Ben Danford, on l'aime bien gros. Voilà. Prochain défenseur. Frankie Marley. Arrière des 67 d'Ottawa. De 5 pieds 11, 185 livres. Classé centième par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc, on parle d'un choix dans les rondes lointaines. En 60 matchs cette saison à Ottawa, 9 buts, 16 passes pour un total de 25 points avec un beau plus 30. Que penses-tu de Frankie Marley? Ben, je te dirais que ça en a un autre que, je sais pas, il va encore avec un autre défenseur défensif, mais ça en a un autre que j'ai quand même assez bien aimé. J'avais des visionnements de lui en début de saison. J'avais déjà remarqué son jeu défensif. Il joue encore très bien son jeu défensif. Il close le gap quand même assez rapidement. Puis j'ai trouvé que son hockey sense en zone défensive il était vraiment bon. C'est un peu à Ben Danford, mettons, c'est des gars qui excellent défensivement. Je l'ai vu apporter quelques mises en échec, mais c'est pas son dada. Mettons, sur le long de la rampe, il va aller se battre le long de la rampe, puis il va s'en sortir très bien. Là. Je trouvais que sa première passe en sortie de zone était très bonne. Zone offensive, par exemple, j'ai vu les matchs que j'ai écoutés, je le voyais beaucoup utilisé sur le piqué. Ouais. Rarement en avantage numérique, mais dans zone offensive, il gardait ça simple. Mettons, il essayait pas il créait pas beaucoup d'offensives, mais la POC elle restait dans la zone tout le temps. Mettons, il allait simple. Il voyait pas d'option, il Ouais. arrimait. Ouais. C'était vraiment pas. Il gardait vraiment le jeu simple. C'est un autre beau défenseur qui fait pas beaucoup d'erreurs. Ouais. Puis on vient de parler de Ben Danford là, pour Ouais, dire c'est que je ça. fais C'est plein comme de on dirait comparaisons. copier-coller. Ouais. Ouais, mais j'aime mieux Danford. Là. Je trouve que Ouais, moi aussi. Danford a Ouais. une présence plus imposante dans sa zone que Frankie Ouais. Marley. Mais j'aime quand même Marley. Là. Mais ouais, non, tu l'as bien dit. Là. On dirait que je veux juste pas te répéter. Là. Mais la première passe est là. J'aime Marley également coupe bien sa ligne bleue. Son gap est bon. L'approche au porteur est toujours à point. C'est pas un défenseur que tu vas voir, que tu vas voir à tous les chiffres, là, mais un défenseur, quand tu le vois pas sur la glace, c'est bon signe. Là, il fait rien de mal. C'est un peu ça qu'on demande à un défenseur offensif. Là, fais-nous pas mal. Puis tout ce que tu apportes davantage, mais ça va juste être un plus. Moi, j'ai beaucoup aimé son jeu en désavantage numérique. Il est très actif.
Va donner une mise en échec de temps en temps, mais il n'est pas réputé pour être un joueur physique. Mais je pense quand même, si tantôt, là, Danford, je le projetais bien en haut. Marley, il faut qu'il m'en monte un petit peu plus. Parce que malgré le fait que c'est un défenseur défensif, il n'est pas très fort physiquement, je trouvais. Là. Non, non. Fait tu sais, bon, c'est sûr que là, il est encore jeune, là, en mettant du pouce à charpente, là, peut-être en prenant un pouce ou deux, ça peut changer. Mais voilà. Tu sais, comme Danford, sur le long des bandes, dans des luttes un contre un, il est excellent. Marley, il y avait peut-être un. Puis là, je vais dire des chiffres un peu aléatoires, là, mais tu sais, il en gagnait peut-être une sur deux. Tandis qu'un gars comme Fisher, un gars comme Danford, tu veux pas aller dans un coin de patinoire contre eux. Mais tout de même, là, Frankie Marley, un espoir intéressant. Là, il est classé assez lointain, là, 4e, 5e ronde. Mais ça peut être une belle prise, je pense, là, pour, dans ces rondes-là. Défenseur défensif. Là. Plafond bas, ouais, plafond bas, plancher quand même relativement haut, mais doit améliorer sa force physique pour espérer avoir une carrière au prochain niveau. Est-ce que c'est complet pour Frankie Marley? Yes. Prochain défenseur, il nous en reste 4. Et j'ai nommé Luca Marley. Selon Elite Prospect, il n'y a aucun lien de parenté entre Luca et Frankie Marley. Luca, défenseur des Generals d'Oshawa. Hein, on parlait de Ben Danford tantôt. 6 pieds 2, 180 livres, classé au 35e rang par la centrale de recrutement. On parle d'un espoir de 2e ronde. C'est un défenseur offensif, notre Luca Marley. On a parlé beaucoup d'arrière défensif depuis le début du podcast pour nous parler d'un défenseur qui n'est pas capable de jouer au hockey. Mais là, on va avec des défenseurs offensifs. En 67 matchs à Oshawa cette saison, 6 buts, 51 passes, 57 points. Donc, des bonnes stats pour Luca Marley. Un différentiel de plus 28. Puis là, je vois que. Puis je te passe la POC, Brabant, mais je vois que Marley a 51 passes. T'avais-tu fait tes recherches là, concernant les passes primaires, secondaires? Ouais. Puis, dans le fond, je vais en parler un petit peu plus tard dans une couple de secondes. Dans le fond, moi, j'ai trouvé que ce n'était un autre qui savait beaucoup améliorer défensivement. Parce que oui, il y a un beau talent offensif, il y a une belle vision du jeu. C'est un bon passeur. On peut voir avec ses 51 passes que c'est vraiment sa force, c'est son jeu de passe. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup amélioré son jeu défensif, à sortir la rondelle de la zone. Puis il est plus confiant. T'sais, avant ça, on pouvait voir que ça sortait beaucoup du côté de Danford. C'est Danford qui orchestrait la première passe pour sortir de la zone. Mais j'ai vu dans mes derniers visionnements que Marley avait pris beaucoup de confiance puis que ça apparaissait dans ses stats aussi. Hein. Puis dans le fond, c'est ça. C'est un défenseur quand même avec une bonne vitesse. Je trouve qu'il est quand même assez mobile. Moi, je trouve que pour un défenseur, il a des bonnes mains. Oui. Puis en zone offensive, il a quand même un bon lancer. Mais c'est ça, c'est sa vision du jeu en zone offensive pour de vrai. Il a vraiment une très bonne vision du jeu. Puis, voyons. Ah, c'est ça. Ben là, son jeu de passe, dans le fond, je te dirais que sur ses 51 passes, il y en avait 32 qui étaient des deuxièmes passes. Fait que, c'est ça. Là, c'est là ses deuxièmes passes, c'est de la façon qu'il l'a fait. Je peux pas le savoir. Ouais. Mais en général, il peut paraître moins impliqué dans le jeu, mais ça reste qu'il y a quand même 51 passes. Fait que, à quelque part, il a quand même orchestré des jeux qui ont mené à des buts. Mais c'est le défenseur avec le plus de points de l'équipe. C'est le meilleur passeur de l'équipe. Intéressant. Fait que, ça reste quand même des statistiques intéressantes. Mais c'est ça. En général, j'ai trouvé que son jeu s'avait vraiment amélioré. Puis c'est sûr que j'aimerais le voir un peu plus physique le long des rangs, mais je pense qu'il laisse ce job-là à Danford. Mais sinon, en général, je trouvais qu'il faisait quand même relativement une bonne job. Non, c'est vraiment un beau duo. C'est vraiment un beau duo défenseur. Moi, Luca Marley, là, puis pendant que tu parlais, j'ai regardé mes notes que j'ai lues cette année. Puis bon, j'ai 8 visionnements sur lui. Puis
tous ces matchs, depuis le début, tous ces matchs, il s'améliore, même dans les notes que je lui donne. En début de saison, c'était un défenseur que, ouf, je pense qu'on en a parlé là, dans un des premiers podcasts. Là. Je ne l'aimais vraiment pas parce que c'est un défenseur qui était strictement offensif, négligeait le travail dans sa propre zone, se portait énormément à l'attaque sans réfléchir, je dirais. Puis c'était vraiment long avant qu'il revienne à sa position de défenseur. Puis c'est ça, il se portait en attaque là, dans des moments c'était pas nécessaire. Fait c'est ça. Ça fait que là, ça c'était en début de saison. Puis plus que la saison avance, là, mais Colin, là, dans mes derniers visionnements, je vois un défenseur qui met plus d'accent sur son travail dans sa propre zone. Je suis pas prêt à dire que c'est un défenseur défensif, mais en tout cas, il met moins son équipe dans la merde défensivement qu'il le mettait en début de saison, tout en gardant un apport offensif intéressant. Là, je trouve qu'il cible beaucoup mieux les occasions de se porter à l'attaque. Quand il se porte à l'attaque, mais fait son jeu, puis si le jeu il avorte, ou bien si sa présence près du but n'est plus nécessaire, mais va revenir prendre va revenir à son poste de défenseur. Ça, j'aime. Je trouve qu'il y a une game plus complète. Là. Ça, c'est une très belle amélioration pour lui. Là. Parmi les défenseurs qu'on parle en ce moment, là, j'ai envie de te dire que c'est le défenseur qui s'est le plus amélioré pour moi depuis le début de la saison. Puis, une présence très intéressante en avantage numérique, alimente bien ses coéquipiers. Je déteste pas son lancer. C'est pas un lancer le plus puissant, mais je trouve qu'il trouve les lignes de tir. Fait que voilà, c'est que Luca Marelli, c'est ça. C'est un défenseur qui a gardé sa touche offensive, mais en améliorant sa touche défensive. Donc, en tout cas, ça fait vraiment en sorte que lors du son duo de défenseurs avec Ben Dunford, on en parle. C'est un des bons. Ouais, je l'aime vraiment, 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 vraiment gros. Donc, voilà, Luca Marelli. On est rendu déjà dans notre top 3 final. On y va, on va y aller avec on va y aller avec le grand chum de Fred, qui est avec nous autres. Grand chum, qui se texte tous les soirs, tabarouette. Et j'ai nommé Henry Muse des 67 d'Ottawa. Henry Muse, c'est étrange ce qui se passe avec lui, là, de notre analyse versus l'analyse des différents experts. Bref, défenseur de 6 pieds, 185 livres. En ce moment, il est classé 27e rang parmi les patineurs nord-américains par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison, à Ottawa, en 65 matchs, 15 buts, 46 passes, 61 points. Donc, une belle production offensive pour Henry Muse. Puis pourquoi que je dis ça, c'est que quand on avait fait notre top 32 de mi-saison, on avait Muse haut sur notre classement, tandis que dans les différentes listes, il était un petit peu plus bas. Puis là, je viens de voir que Muse baisse encore sur les différentes listes. Ma question est bien simple. Baisse-t-il encore sur la tienne? Je te dirais que peut-être de quelques rangs, mais de là à le sortir, j'ai vu qu'il sortait beaucoup de listes. Il sortait beaucoup de premières rondes sur certaines listes. Puis je suis pas prêt encore à dire ça, mais oui, j'ai mes visionnements, contrairement à eux autres qu'on a parlé avant, qui se sont améliorés, lui, j'ai trouvé qu'il avait peut-être stagné un petit peu. Ouais, c'est vrai. Comment dire, je ne reparlerai pas parce qu'on a parlé d'Henry Muse. Moi, ça a été mon défenseur du Linka Gretzky en début de saison. Je ne répéterai pas les mêmes affaires, mais il réparait les erreurs avec Dickinson. Ça a été une découverte, en fait. Là, puis en plus qu'avec les 67 d'Ottawa, on a vu un style de défenseur qu'on n'avait pas vu au Linka Gretzky. Ça fait de lui un défenseur plus polyvalent mettons, un défenseur plus polyvalent qu'on pensait, en fait, là, qu'en début de saison. Mais j'ai pu voir, mettons, j'ai remarqué que son lancer sur réception, je le trouvais bon. Il y avait un très bon lancer sur réception, mais je le trouvais un peu moins impliqué dans le jeu.
le long des rampes, j'ai trouvé moins. Il y avait moins d'acharnement le long des rampes. Son coup de patin, je l'ai vu dans les derniers visionnements, j'ai vu que son coup de patin, il n'arrachait quand même beaucoup plus que je pensais. J'ai vu perdre des batailles à 1 contre 1 en vitesse. Là, il se faisait shifter. Mais sinon, sa vision du jeu, il a une excellente vision du jeu. Il distribue bien la rondelle dans zone offensive. C'est ça, c'est un défenseur polyvalent. Fait que dans sa zone, c'est un défenseur fiable. En zone offensive, il a une bonne implication en zone offensive pour les 67 d'Ottawa. Mais oui, je vais peut-être le descendre de quelques rangs sur ma liste. Est-ce que Henry Muse est toujours devant Sam Dickinson sur ta liste? Non, malheureusement, je pense pas. Intéressant. Pour ma part, Henry Muse, moi, j'allais dire, moi, je l'aime encore. Là. Je ne dis pas que toi, tu l'aimes pas. Ouais. Ouais, Mais moi, mais tu as raison qu'il a stagné. Est-ce qu'il y a stagné? En tout cas, amélioration minime comparativement en début de saison. Il avait commencé fort là, avec son Linka Gretzky. Là. Là, on est parti en peur avec son Linka Gretzky, je me souviens. Présence rassurante également sa patinoire. C'est le genre de défenseur que les entraîneurs veulent. Bon dans les 3 zones. Dans mes derniers visionnements, moi, je me suis noté que il essayait d'être plus fancy lors de sa première passe, puis je trouve qu'il se dénature un peu. Puis c'est peut-être pour ça là, qu'on a tendance à croire qu'il a stagné. Là. Des fois, des premiers. Ça prend une bonne première passe pour un défenseur. Là. C'est une qualité que tu dois avoir, peu importe le style d'arrière que tu es. Puis là, Dickinson, ça en est un autre. Mais Henry Muse, ses premières passes, je trouvais que c'était un peu plus difficile. Puis, bon dans les 3 zones, bon dans tout, expert dans rien. J'ai bien aimé ma phrase tantôt, puis je pense que ça colle bien avec Henry Muse. Mais je manque de force physique. Ouais. Je trouve que, tu sais, je regardais son gabarit, on parle de 6 pieds, 185 livres. Il paraît clairement pas de ça. Non, c'est peut-être de 6 pieds, mais je trouve qu'il manque de force physique. Là. Puis, tu sais, en fin de saison, les matchs sont plus robustes. Là, les séries vont commencer. Moi, Henry Muse, en ce moment, descend un petit peu sur ma liste. Puis je te posais la question avec Dickinson parce que je me la posais moi-même. Je ne sais pas s'il est encore en avant, mais je veux le voir. Il faut qu'il connaisse de grosses séries éliminatoires. Ouais. Ça, c'est primordial dans son cas parce que s'il connaît des séries difficiles, mais il va sortir encore de. En tout cas, il va sortir de la première ronde des experts qui l'ont toujours là, parmi les 32 premiers. Mais je l'aime encore. Là. C'est sûr que ce qu'on dit en ce moment, c'est pas très rose, là, mais je donne encore. J'ai tout l'amour que j'avais pour lui en début de saison est encore là, mais c'est juste. Carrément. Ouais. C'est comme genre quand ta blonde te trompe. Tu l'aimes encore, mais il y a de quoi. La confiance est brisée. Il y a de quoi de brisé. La confiance est brisée. Là. Je fais un petit peu moins confiance à Henry Muse. J'ai hâte de. Mais c'est sûr que moi, en tout cas, moi, si ma blonde me trompe, je fais juste me séparer. J'allais dire un gros mot. On est rendu sur Patreon quand même. Hein? Soyons professionnels. Donc, voilà pour Henry Muse des 67 d'Ottawa. Un espoir encore de première ronde pour toi? Oui. D'accord. Pareillement. On arrive avec nos Top Gun défenseurs de la OHL. On y va avec Zane Parekh, défenseur du Spirit de Saginaw. Zane Parekh, on va le voir jouer longtemps parce que peu importe, même s'il se fait éliminer tôt en série, je ne penserais pas que ce serait le cas du Spirit, mais va être de la prochaine Coupe Memorial car son équipe est la formation haute du tournoi. Zane Parekh, on parle de défenseur de 6 pieds, 181 livres. Ça en a un autre là, qui joue pas mal plus petit que son gabarit l'indique. Classé au 10e rang par les patineurs nord-américains par la NHL. Donc, on parle d'un espoir là, assez haut au repêchage. On va en parler tantôt de Zane Parekh avec la liste de Greg Button. En 66 matchs cette saison, 33 buts.
63 passes pour un total de 96 points en 66 matchs. Est-ce que ces statistiques, Brabant, démontrent pour toi que Zane Parekh est un excellent défenseur? Ben, c'est sûr que je n'y enlèverais pas qu'il y ait 96 points. Je peux pas y enlever. Je peux pas y enlever ses 33 buts non plus. Mais je trouve vraiment qu'il manque d'acharnement. Je le trouve souvent vache. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la saison, puis on se aurait dit qu'il s'en calissait un peu plus, mais je l'ai trouvé impliqué dans pas grand-chose. Mais quand tu lui donnes la rondelle, sa palette dans le slot, il la met dedans. Ça c'est incroyable. Ce gars-là, à la ligne bleue, puis entre les deux oreilles, tu lui donnes la rondelle, puis il risque de scorer des buts. C'est pas le lancer le plus foudroyant, mais c'est un laser. Mettons, il rentre dans un Précis. trou, ouais, c'est ça, il est précis, puis il a une excellente vision du jeu. Vraiment, mettons, le fait de dire qu'il est. Il est pas intense, puis mettons, ça fait de lui, mettons, je pourrais dire qu'il est calme, mais c'est comme les deux. Je sais pas vraiment si c'est parce qu'il est calme ou c'est parce qu'il s'en calisse. C'est comme. Je suis comme mitigé entre les deux. Son côté défensif, c'est dur à dire parce qu'on dirait qu'il s'implique. Mettons, il va aller en avant de son filet, mais il s'implique dans fuck all. Mettons, il va être là, lui, il va bloquer. Il paraît pas mal défensivement. Il va sortir le puck, mais il ne s'implique pas vraiment. Mettons, ses batailles dans le coin, il ne va pas dans les batailles dans le coin. Il va jouer le troisième homme qui attend ce qui se passe, va aller chercher la rondelle, puis après ça, il va sortir la rondelle de la zone. Puis il le fait très bien. C'est pour ça qu'il ne peut pas mal paraître défensivement, mais il paraît tellement nonchalant, puis de se foutre de ce qui se passe. Mais tu sais, offensivement, c'est un génie. Il est vraiment avec la rondelle, puis sa vision du jeu, puis son hockey IQ. Il est bon, il est très bon. Là. Mais c'est pas. Je penserais pas que ce soit le meilleur. Oh, Chris, moi non plus. Moi non plus. Ça va être intéressant d'en parler tantôt. Moi, Zane Parekh, c'est un des joueurs que j'ai vu le plus cette année jusqu'ici. Puis le plus gros wow chez Zane Parekh, c'est ses statistiques. Puis je recherche encore le wow dans son jeu. Puis tu sais, oui, il a une super bonne vision du jeu. Je trouve que sa qualité de passe est très bonne. Il fait des passes à faible pourcentage qui réussit très souvent. Mais c'est un défenseur qui est très confiant, sa patinoire. Mais des fois, être très confiant et trop confiant, là, la ligne est mince. Puis je trouve que des fois, il a franchi. Là, tu l'as tellement bien dit. Là, la rondelle est dans le coin de la patinoire. Zane Parekh est clairement le premier pour aller l'accueillir, clairement. Mais il va volontairement. Je sais pas par peur, là, je pense pas qu'il a peur, mais il va volontairement laisser le joueur adverse aller l'accueillir pour aller tenter de lui soutirer, en tout cas d'entamer une bagarre à un contre un. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un style de jeu que j'ai de la misère à projeter dans les nationales. Tu sais, là, il y a ouais, j'ai vraiment beaucoup de misère. Je comprends le hype. Puis il est pas, il est pas gros non plus. Sa force physique il est jeune, là, on va lui donner le temps. Là. Mais j'ai beaucoup de doutes pour Parekh. Puis je comprends. Tu parles de son lancer précis, j'embarque. Sa vision du jeu, j'embarque. Ses passes, j'embarque. C'est le corps arrière en avantage numérique, j'embarque. Mais il fait des. Puis c'est ça, il est tellement confiant, peut-être trop confiant, qu'il devient nonchalant. Ses mises en jeu, il ne se met même pas en position de base. Il reste à sa position en défensive, mais droit comme une barre, le bâton dans les airs, c'est une nonchalance que j'ai de la misère à expliquer.
j'ai de la misère à voir si c'est problématique ou non, mais c'est vraiment un défenseur unique en son genre. Là. Ah, il est C'est, particulier. hey, c'est particulier. Là. Puis ça fait en sorte que même si j'ai beaucoup de visionnement de lui, j'ai de la misère à me faire une tête. J'ai de la misère à me faire une tête complète là, sur son jeu. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'ai écouté plusieurs matchs de Zane Parrott. Il n'a jamais coté des grosses cotes. Puis, tu sais, il y a des fois, il peut finir avec un but, 3 passes, mais j'ai pas de wow. J'ai jamais de wow dans son jeu. Tu sais, on va parler de Dickinson tantôt. Là. Au moins, Dickinson, des fois, on a un petit wow. Mais avec Dickinson, on a plus de genre, tabarnak, que Parrott, par exemple. Ouais. Puis tu l'as bien dit, son travail dans sa zone, là, il va se positionner à sa place. Ben, c'est ça. Il va faire sa petite job. Il n'en fait pas plus. Il n'en fait pas. Il n'en fait pas plus que le client demande. C'est-tu correct? Je ne sais pas. J'ai vraiment de la misère à évaluer Zane Parrott. C'est vraiment pas. Il y a beaucoup de défenseurs là, qui sont dans le top 15, là, ce repêchage-là. Là. Moi, Parrott, là, il n'est pas parmi les 3-4 premiers. En tout cas, pas pour moi. Là. Je peux me tromper, mais je ne penserais pas. Je peux me tromper, mais non. Non, je suis bien confiant que. Je sais même pas s'il va jouer dans la Ligue nationale pour de vrai. Ça, c'est raide un peu, ça, par exemple. Je sais pas. Mais tu sais, ça l'a déjà arrivé, là, des Cam Barker qui ont été repêchés 3e overall, qui ont pas fait grand-chose, qui ont joué dans la Ligue nationale, par exemple. Là. Mais ça n'a pas été un défenseur attendu. Ça n'a pas été le numéro 3 attendu. Une carrière très respectable. Là. Je sais pas que. Mais ça l'a arrivé. Ça l'a arrivé des décevants 3e choix. Là. Les fans du Canadien. Il y a un Finlandais, Mané, qui s'est fait repêcher 3e. Là. Ses initiales, c'est JK. Là. Voilà. Je ne veux pas nommer son nom parce que je ne veux pas pourrir mon podcast. Mais ça l'arrive. Puis Parrott, pour moi, pourrait être. Ce joueur. Ouais, pourrait faire partie de ce groupe de joueurs-là. Donc voilà pour Zane Parrott. Notre dernier espoir. Puis, Fred, je ne sais pas si tu es prêt, mais je te rentrerai peut-être pour parler de notre dernier espoir. On salue Fred. Salut mon chum. Bon, ça va bien? Ça va bien, vous? Certain que ça va bien. On a amené Fred pour une seule et unique raison, c'est qu'il a un pas mal plus beau vocabulaire que nous deux. Quand tu t'enregistres d'avance, c'est l'avantage. Tu peux te reprendre par la suite. C'est différent. Je t'écouterai parler toute la nuit. Notre dernier espoir de la soirée, avant de passer au segment de Fred, et j'ai nommé Nathan Beaulieu. Ah non, si tu m'as trompé. Nathan Dickinson. Sam Dickinson, un défenseur qui me fait affreusement penser à Nathan Beaulieu. Défenseur des Knights de London, 6 pieds 3, près de 200 livres, qui est classé au 7e rang parmi les patineurs nord-américains de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison, à London, en 68 matchs, 18 buts, 52 passes, 70 points. Il y a un différentiel de plus 56. Il y a des statistiques extrêmement impressionnantes. Ton évaluation, Brabant, de Sam Dickinson? Ben, je te dirais qu'elle a changé, ça c'est sûr, certain, par exemple. Là, je trouve qu'il s'est vraiment... En fait, il s'est amélioré. Il a amélioré ses facettes défensives quelque peu, dans le sens que je le vois moins faire d'erreurs dans un match. Tu sais, mettons, avant ça, tu pouvais le voir faire 5-6 grosses erreurs qui tenaient des grosses occasions de marquer. Maintenant, il est peut-être rendu à 2, on va dire. Il sort, tu sais, mettons, avant ça, sa première passe en sortie de zone était difficile. Maintenant, je trouve qu'il transporte la rondelle justement pour ne pas avoir à faire cette passe-là. Mais tu sais, c'est un défenseur qui est... Tu sais, du wow, t'en vois beaucoup, puis du aïe aïe, qu'est-ce que tu viens de faire là, t'en vois beaucoup aussi. Mais du wow, tu sais, il transporte la rondelle, c'est une shape parfaite de défenseur. Il y a des mains, il y a un coup de patin, il y a un coup de patin puissant en plus. Tu sais, il patine vite,
Puis il y a une accélération qui embarque par-dessus ça, que tu te dis, oh, OK, ça vient de rentrer. Il protège bien la rondelle en rentrée de zone. Un bon tir, une bonne vision. Son QI hockey il est vraiment bon. Son jeu défensif me fait vraiment chier. Mais pour de vrai, je suis pas capable de... Oui, il a monté dans ma liste. Il ne rentrera pas dans mon top 10, c'est sûr que non. OK, intéressant. Mais je te dirais que c'est vraiment... il n'est pas particulier comme défenseur, mais il est embêtant, on va dire, de ce sens-là. Pour moi, là, c'est le défenseur. Puis je fais des jokes pour Nathan Beaulieu. Là. Pas tant, là, parce que je trouve qu'ils ont un peu le même style. Là. Je vois Nathan Beaulieu quand il jouait à Saint-Jean dans le temps, là, puis Asti qui ça ressemble. Patine comme le vent. Puis un coup de patin élégant. Là. Il est beau, ça, patinoire. Là. Il y a un défenseur qui a des skills de même, là, c'est rare. Très habile avec la rondelle. Mais je pense que j'aime mieux les défenseurs fiables que les défenseurs à risque comme ça. T'sais. Mais il y a quand même, tantôt on parlait de défenseurs qui s'améliorent, de joueurs là, qui s'améliorent au courant de la saison. Je dois admettre que Sam Dickinson, j'ai vu une amélioration dans son jeu. Il s'est responsabilisé beaucoup. Souvent, il pouvait avoir, tu parlais, c'est ça, de mauvais jeux dans un match. Là. Moi, j'appelle ça des crampes au cerveau. Là. Puis il t'en avait tout qu'il y a des crampes au cerveau. Là. Des jeux que tu dis, Chris, même moi, j'aurais pas fait ça. Là. Mais il y en a de moins en moins. Est-ce que ça peut continuer dans cette veine-là? Moi, je pense que ça va rester un défenseur à risque. Ça va rester un défenseur que malheureusement, il va falloir vivre avec certaines erreurs. Mais son jeu, c'est un défenseur qui a énormément de skills. Puis ça, je n'enlève pas. Son lancer, il rentre au poste aussi. Sa présence en avantage numérique, très impressionnante. Dans sa zone, ça s'améliore. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore. En début, là, dans nos premiers épisodes de podcast, je disais que, puis je le pense encore, des fois c'est Cale Makar, puis des fois c'est Nathan Beaulieu. Là. Je vois de moins en moins de Makar, mais je vois de moins en moins de Beaulieu. Fait que, ça s'équivaut. Est-ce que, parce que je le vois troisième sur des listes, quatrième. Quand je vois ça, moi, je chaîne des yeux. Mais je le vois un petit peu monter. Là, parce que dans notre top 10 de mi-saison, Brabant, on l'avait peut-être à milieu de première ronde. Là. Ouais, genre. Moi, je le vois. Là, j'ai pas encore fait mon. Ben, évidemment, la saison n'est pas terminée. Là, mon classement final n'est pas complété. Là. Il a peut-être monté d'une ou deux positions, là, mais j'ai encore trop de points d'interrogation concernant Sam Dickinson. Puis je voulais t'amener, Fred. Tu l'as rencontré, toi? Oui, ben ça, si tu me permets, dans le fond, je vais faire mon analyse de Sam Dickinson dans la prochaine capsule, mais oui, on diffusera l'entrevue que j'ai faite avec Sam Dickinson dans un prochain épisode. Mais tantôt, vous parliez d'Henry Muse, puis la comparaison avec Dickinson. Le match, justement, Dickinson que j'ai vu, c'était à Ottawa contre Henry Muse. Puis honnêtement, le gros contraste que je voyais entre les deux, c'était d'un point de vue physique. C'était assez drastique. Des fois, tu avais des one-on-one, même Dickinson versus Muse. C'est quand même spécial, là, deux défenseurs, mais c'est arrivé durant le match. Puis je regardais mes notes, cette partie-là, puis je voyais, tu sais, Brad, tantôt, tu mentionnais des fois que Muse manquait un petit peu d'agressivité, puis il se faisait contourner. Puis durant cette partie-là, je voyais Dickinson faire totalement le contraire. Là. Je veux dire, c'était impossible de contourner vers l'extérieur. Il repoussait toujours ses adversaires. Donc ça, c'était comme un gros plus pour Dickinson à ce niveau-là. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, par exemple, c'est vrai. Enfin, tu sais, avec la shape que Dickinson a, sa portée, c'est dur de contourner. Là. Même en zone défensive, s'il n'est pas bon défensivement, il est dur à contourner pareil. Ouais, c'est le défenseur parfait quelque part. 6 pieds 3, 200 livres, tu patines comme le vent de même. Là, mais il y a de quoi à faire. Ça, mettons, il est pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est un très beau package. Honnêtement, je me suis j'écouterais le premier podcast que vous aviez présenté, votre top 32.
Mon Dieu, que je vous trouvais sévère envers Dickinson. Ouais, mais c'est peut-être ces crampes au cerveau. Il y a des crampes au cerveau que je me dis, mais tabarnak, c'est que tu calisses. Tu sais, c'était comme clair que c'était pas le jeu à faire. Tu sais, mettons, c'était comme sûr. Mais tu sais, le potentiel est là. Puis, tu sais, il y a un potentiel que s'il améliore sa défensive, là, je me lance, ça pourrait être une superstar. Hein, s'il améliore toutes les petites facettes. Ouais. Mais son plafond est énorme. Il est énorme, là. Fait que, tu sais, oui, on est rough. Moi aussi, je me trouve rough. Puis, tu sais, je change un peu, pas mon fusil d'épaule totalement. J'attends encore la fin des playoffs pour confirmer ce que je pense. Mais, tu sais, si je pense qu'il va peut-être finir genre flush, 10e. Je te dirais qu'il va rouler entre le 9 et le 11, admettons. Ouais, puis moi aussi sur ma liste, mais je suis très conscient qu'il va probablement partir top 5 dans NHL. Bon, moi aussi, clairement. Ouais, clairement. Je suis très conscient. Puis mais l'amélioration est là sur Sam Dickinson. Hein? On se rappelle Jelinka Gretzky-Brabant. Hein? Ouais. Est-ce que ça avait été tough? Moi, la prédiction de Dickinson que je vais te faire, ça ne va pas être par rapport à son rang de sélection, mais je le vois devenir un capitaine dans NHL. Ben, il y a la prestance. Il y a de la prestance. Je peux comprendre que c'est un gars qui dégage de la prestance. Puis on dirait qu'il est autoritaire sur une patinoire à cause il paraît gros, il paraît grand, il paraît sûr de lui. Peut-être ça. Mais tu y as parlé, toi, c'est pas juste. Ouais, voilà! C'est un avantage, c'est pas juste. Puis Fred, je veux parler de ton apport. En tout cas, Fred est rendu avec... Tu vas voir du hockey junior avec un Mediapass. Je veux que tu... Raconte-nous tout ça. Là. Je veux que tu nous fasses une belle introduction. Là. La première fois que je t'avais dit... en fait, c'est ça, je l'avais mentionné dans ma dernière capsule que j'ai parlé un petit peu d'Henry News, mais j'ai des amis qui habitent à Ottawa, donc j'étais allé les visiter une fois, puis on est allé voir une game des 67s. Puis, dans le fond, j'avais regardé Zenparek, puis je me disais, ce serait cool d'écrire un petit peu des articles, puis tout ça. Donc, je suis retourné par la suite, puis je voulais écrire en même temps, prendre des notes, mais avec mon ordi. Mais tu ne peux pas avoir un ordinateur dans les estrades. Fait que j'ai appelé le département des communications de 67. Je me dit, ouais, j'aurais besoin d'un accès média. Je travaille pour Street Scout. Je n'ai pas besoin de dire c'est quoi exactement. Fait qu'ils m'ont donné ma passe. Je suis allé vraiment sur la galerie de presse, puis j'étais vraiment à côté de la personne qui fait le broadcasting pour les matchs des 67. Donc, j'avais comme l'audio à côté de moi. C'était génial. C'était un chic type. Fait que, puis ouais, bien évidemment, avec l'accès média, j'étais capable d'aller au vestiaire, poser des questions. Donc, évidemment, en allant au niveau du vestiaire, oui, je peux poser des questions aux 67s, mais également aux équipes adverses. Donc, c'est pour ça que là, on a une news, je n'avais pas enregistré cette fois-là, mais on a Beckett Sennecke que je vais parler aujourd'hui, qu'on va vous présenter à la maison, l'audio de l'entrevue. Et puis, même chose au niveau de Sam Dickinson lors de notre prochaine capsule qu'on présentera. Mais ouais, voilà, ça a été des super belles rencontres, super intéressant de faire ça avec les joueurs, des bons kids. J'étais honnêtement, en général, super impressionné du professionnalisme qu'ils ont à cet âge-là, leur communication, ils savent répondre. Comme Henry News, quand j'avais posé ces questions, il savait déjà, comme les fun facts, ça y a pris une seconde et demie, il savait déjà quoi me répondre, évidemment. Là, c'est toutes des questions qui se sont faites poser 75 fois. Donc, c'est fou, c'est des kids de 17 ans quand même. Là. Je sais, ça m'a vraiment frappé, ça. Ouais. Mais ouais. Fait que, c'est ça, les gars. Si vous avez terminé avec les défenseurs, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Non, mais avant de passer l'entrevue, là, est-ce qu'on a d'autres rencontres de prévues dans les prochaines semaines, pour avoir d'autres entrevues? Pour l'instant, on va avoir Dickinson qui va s'en venir. On verra par la suite. Il y a les séries qui vont commencer également. Oh, by the way, juste parenthèse, mais Minnesota vient juste de marquer. C'est 3-2, il y a 9 secondes. Je regarde le partie en même temps. Mais non, c'est ça. Fait que, on va voir ça. J'avais rencontré également Philippe Méchard, mais bon, l'entrevue était correcte. Donc, je ne sais pas si on va vraiment la diffuser. On verra en temps et lieu. Mais ouais, écoutez, si ça vous va, je vais sauter dans Beckett Sennecke. Yes. Si on peut enlever le Sam Dickinson.
Je vais partir l'entrevue. C'est une entrevue de 2 minutes. Attends, avant que Oui, qu'on fasse l'entrevue, là, j'ai préparé un petit quelque chose parce que moi, Beckett Seneca, vous comprendrez que j'aime vraiment beaucoup son nom. Je pense que en l'ayant même pas vu, je pense que je voudrais le repêcher juste pour entendre son nom le plus souvent possible. Là. C'est incroyable. Fait que je vous ai préparé un petit quelque chose. J'ai préparé un top 5 de mes noms préférés des joueurs de l'année 2024. Je suis allé sur Elite Prospect. Ah ouais, je me suis gâté. Sur Elite Prospect, ils ont une liste en ordre alphabétique de, je pense, c'est tous les joueurs, en tout cas ceux qui ont évalué. Donc, une liste assez exhaustive. J'ai fait le tour. Fait que, ouais, êtes-vous prêts? Ben, certain, mon gars, je suis fucking long. Okay. Il y avait 10 000 noms sur la liste, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Je sais pas combien il y en avait, là, mais c'était quelque chose. Fait que j'ai mis le top 5, mais j'ai une couple de mentions honorables. Fait que j'ai commencé avec les mentions honorables, pas d'ordre en particulier. On commence avec un qu'on jase à outrance, qui va sortir dans le top 10, mais qui a un nom qu'il ne faut pas négliger. Et je parle évidemment de Ziv Bouyum. J'ai bien des noms qui commencent en B, là, j'ai réalisé ça, mais Ziv Bouyum, c'est du solide. Après ça, Dominique Bedinka. Bedinka, à la maison, on dit Bedinka, j'adore. Défenseur tchèque. Ouais. Après ça, j'ai mention honorable Teddy Stiga. Merci, mon frère. Et finalement, dernière mention honorable à William Zellers. Yes, Zellers. OK, donc numéro 5, mon top 5. OK, du collège Saint-Andrew, il a 33 points en 17 parties. Un nom simple mais efficace, Jack Good. Tout. J'adore. Jack Good. Numéro 4. OK, lui, il faut que je l'explique parce que j'ai au numéro 4 deux joueurs. J'ai Sacha Boisvert. Il n'y a rien de drôle à Sacha Boisvert. Sauf que ce qui est drôle, c'est que de un, il joue pour les Lumberjacks. Ça, c'est drôle. Lumberjack, en français, c'est bûcheron. Donc, Boisvert qui joue pour les bûcherons. Il y a un autre joueur qui devrait également se faire repêcher dans la première ronde, qui a son nom de famille. C'est quasiment une traduction parfaite de Boisvert. Puis je parle ici de Liam Greentree. Fait que ce serait Greenwood idéalement, là, mais mon numéro 4, j'ai Sacha Boisvert et Liam Greentree. C'est de la folie, j'aime ça. J'adore, man. Oh, j'en ai oublié un mention honorable. Ah, vous allez le deviner, là. Du Drakkar de Bécomo. Raoul Bollard. Raoul, voilà. OK, numéro 3. Beckett, mon boy. Seneca. By the way, pour ceux qui se le demandent, je n'étais pas sûr comment on prononce son nom. C'est-tu Seneca, Seneca? Lui, de la façon qu'il le prononce, c'est Seneca. Ouais, c'est comme un AE. Quand tu l'entends le dire, lui, c'est comme Seneca. OK, intéressant. Ouais. On dirait Pierrot dessus. Écoute, j'ai fait mon travail. Numéro 2. J'étais sûr que mon numéro 2, j'allais le mettre numéro 1. Mais celui que j'ai classé numéro 1, c'était impossible de ne pas le mettre numéro 1. Donc, mon numéro 2, des Blackhawks de Waterloo, l'attaquant John Mustard. Mustard, ben oui, ben oui. J'aime tellement ça, John Mustard. OK, numéro 1. Puis à la maison, vous me direz si vous êtes d'accord avec mon classement, là. Mais numéro 1, c'est un kid. C'est sûr que probablement vous ne le connaissez pas. Je pense qu'il joue dans la même équipe que Sacha Boisvert. Donc, probablement que vous l'avez vu indirectement. Mais il est classé 204e par la centrale parmi les patineurs de l'Amérique du Nord. C'est un défenseur. Il a 13 points en 49 matchs. En tout cas, quand j'avais pris ses statistiques. Yes. Mais écoute, il est né pour jouer au hockey. Et je parle ici de Bauer Berry. Il y a un joueur qui s'appelle Bauer Berry. Mais les gars, c'est pas tout, là. Dans les Lumberjacks, il y a un autre défenseur, dans la même équipe, là, qui, donc, même position, sauf que ce gars-là, il n'a pas été repêché, je pense qu'il a 21 ans, il est un petit peu plus vieux. Puis, je vais vous demander de guesser son prénom en vous fiant sur le fait que pas mal dans la même catégorie que Bauer Berry. Ah oui, donc. Ah, puis tu nous dis ça en nom de famille? Son prénom,
Ben, son nom de famille, c'est peu important. Là. OK. Mais son prénom, même temps, dans la même gamme que. Mettons, quand tu penses à Bauer, à nos auditeurs, je pose la question. CCM! CCM! Sherwood! Tu vas l'avoir! Tu vas l'avoir! Easton! Yes! Donc, on a, avec les Lumberjacks, un joueur qui s'appelle Easton Young qui joue avec Bauer Berry. C'est bon. Donc, voilà tout ça pour. Amène-nous-en plus, même, si j'aime ça. Donc, donc, je reviens à mon boy, Beckett Seneke, ailier droit des Generals d'Oshawa qui devrait sortir milieu de première ronde. J'ai fait une entrevue avec lui il y a quelques semaines. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse rouler l'enregistrement, puis par la suite, je commenterai, je ferai la traduction et je ferai mon analyse à travers tout ça. Let's go! Yes! 3, 2, 1, c'est parti! Skill and deception, creativity to create sort of time and space for himself and his team. Ouais, je suis pas capable de la repasser au début. OK. That's peu. Donnez-moi 2 secondes. Ouais. On va couper ça au montage. Il n'y aura pas de problème. Ça load. 3, 2, 1. Fred, the Street Scout, en compagnie de Beckett Seneke, ailier droit des Generals d'Oshawa. Beckett, thank you so much for taking time with us today. Just a few questions I wanted to ask you. First off, was really happy to come and see you. I've been watching a couple of your games lately. Loved your skill set. In your terms, how would you describe your type of play? What can you bring to a game? And is there an NHL player whose style you'd like to compare yours to? Yeah, I like to model my game after Philip Forsberg. Okay. I think he's a bigger guy that uses his sort of skill and deception, creativity to create sort of time and space for himself and his teammates. Okay, sounds good. Right now you're listed at 6'3", 178, I believe. You've gone through a massive growth spurt. Honestly, it's crazy. I was just looking at it. 2 years ago you were 5'10", I believe? Yeah. So from a scouting perspective, it's obviously really interesting because you haven't had a chance yet to add on, muscle weight. How has this impacted your game, and are you, struggling with all of this right now? I don't think so. Obviously, in the summer, I mean, it's pretty hard to put on weight when you're growing that fast. Your sort of bones are growing faster than your muscles can keep up with. Mm-hmm. But yeah, I don't think it's impacted my game at all. I mean, it's the same body that I'm kind of sort of used to. Yeah. But, I don't think it's impacted. Do you have any objective in terms of weight before turning pro? Before, Yeah, next... obviously, I want to kind of get the. I don't know. I think I'm maybe 1 more inch, 2 more inches, and sort of maybe 205, 210 pounds. Okay. So obviously in the next 2 years, I need to get on that. Nice, very nice. Okay, lastly, do you have any fun facts that our listeners could like to hear about you? Anything interesting, special skills or passion maybe that you'd like to share? We have a pretty competitive ping pong. Oh yeah. Yeah, we have a little ladder on our team, and I would like to think I'm the best one. But. Nice. Very okay. That's great. Honestly, our listeners are going to well, thank you so much for your time. Yeah. Fred, the Street Scout, en compagnie de. Je pense que je le repêche aussi au 10e rang. Je sais. Ça te donne le goût, hein? Il a trop chômé, en plus. Bon, OK. Le premier point qui est important de discuter avec Beckett Seneke, c'est sa taille. Okay? Parce que vous allez entendre parler partout qu'il y a eu une poussée de croissance assez impressionnante. Puis c'est vrai. Il y a 2 ans, il mesurait 5'10". Aujourd'hui, si tu regardes sur Elite Prospect, il est listé à 6'2", 181. Sauf que il n'a pas fini de grandir. Donc, quand je l'ai rencontré, il y a environ 3-4 semaines peut-être, il était rendu à 6'3", donc il mesure aujourd'hui 6 pieds et 3, pèse 178 livres. Donc ça, c'était inscrit dans le guide média qui est remis aux membres des médias avant le match. Donc, j'en fais partie, évidemment. Mais il me l'a également confirmé. Donc, c'est ça. Présentement, il mesure 6 pieds 3 et il y a une chance qu'il atteigne 6 pieds 4. Donc, lui, il pense qu'il va peut-être grandir jusqu'à 6 pieds 4. Au niveau du poids, il a perdu du poids, donc versus le début de l'année. Donc, il a perdu 3 livres.
Mais je lui ai demandé dans l'entrevue, c'est quoi s'il y avait un objectif avant qu'il tourne pro. Puis lui, il viserait 200, 205, 210 livres. Donc là, je veux juste faire une pause. Là. Je ne sais pas parler de ses statistiques, mais ses statistiques, cette année, il a fait 27 buts, 41 passes, donc 68 points en 63 matchs. Donc, je répète, ça pourrait être un gars de 6 pieds 4, 210 livres, ailier droit, qui vient de faire 68 points en 63 matchs. C'est intéressant. C'est assez intéressant. On va voir ce qu'il va pouvoir donner. Mais moi, j'aime vraiment ça. J'aime le potentiel de ce joueur-là parce que j'ai l'impression qu'il ne nous a pas encore tout montré ce qu'il va pouvoir faire. Au niveau de ses aptitudes, c'est un joueur, évidemment, à sa grandeur, qui a une très bonne portée, excellent maniement de la rondelle, super bonne passe, très bon tir du poignet. Puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il va prendre des risques calculés, il a une bonne vision, puis il utilise beaucoup son corps. Puis la première question que je lui ai demandé, c'est quel joueur à qui tu aimerais te comparer de la Ligue nationale? Puis il a répondu Philippe Forsberg. Pourquoi Philippe Forsberg? Parce que Philippe Forsberg, bon, premièrement, c'est un joueur des Prédateurs qui mesure 6 pieds 2, pèse 205 livres. Donc, je peux comprendre sa comparaison. Puis, by the way, Forsberg a 19 points ces 10 dernières parties. Là, donc pas mais pourquoi Forsberg? Parce qu'il utilise beaucoup ses aptitudes puis sa présence physique pour se créer une séparation avec son adversaire pour se donner plus de temps. Donc, c'est exactement ce que Seneca est, honnêtement. Au niveau de ses lacunes, j'entends beaucoup de gens parler de critiquer son coup de patin. Puis, honnêtement, moi, je le trouve quand même bon. Il est pas, c'est pas. Oui, est-ce qu'il pourrait être amélioré? Oui. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de son jeu qui vont être améliorés justement en rajoutant de la masse physique, de la masse musculaire. Même s'il n'atteint pas 210 livres, là, 190, ça serait. Mais c'est juste ça, là. Tu rajoutes un 10-15 livres sur Seneca. Moi, en tout cas, je suis vraiment intéressé à voir qu'est-ce qui va devenir ce joueur-là. Côté personnalité, j'aime toujours évidemment parler du joueur, comment l'entrevue se déroule et tout ça. Puis je vous dirais que ça fait quoi? Ça fait 4 joueurs que je rencontre, je pense. Puis c'est probablement l'entrevue que j'ai trouvé, le joueur que j'ai trouvé le plus sympathique, le plus rafraîchissant, super gentil. Puis même j'écoutais il y a quelques semaines Marty du podcast La Relève, puis il parlait un petit peu dans la même optique, comme quoi que dans le match Kubota, c'était un commentaire qui ressortait beaucoup, puis il comparait à, mettons, Slavkovski. Tu sais, Slavkovski, quand tu l'écoutes en entrevue, il ne va pas nécessairement te sortir la fameuse cassette régulière que les joueurs vont... J'en ai rencontré des joueurs qui c'était un peu plus ça, puis je comprends, c'est correct. Là, c'est des joueurs de hockey en premier lieu. Mais Seneca, j'ai l'impression que l'équipe qui va le repêcher, les médias vont beaucoup l'aimer parce que c'est un bon kid, tout simplement. Fait que niveau projection, niveau de du repêchage, puis où que je le vois à NHL, sa projection, la plupart des joueurs, leur rang fluctue beaucoup, évidemment, mais je trouve que Seneca, quand je regarde les différentes listes, c'est assez stable, honnêtement. Ça tourne autour de, je vous dirais, 15 à 23 dans ces eaux-là, disons, le 25, 20, deuxième moitié de première. Mais là, Button l'a sorti de sa première ronde, là, vraiment, je pense. Hein? En fait, j'ai regardé Button justement tantôt, puis Button, il l'a 39e. OK? Ouais. Sauf que Button, lors de son dernier classement, il avait 49e. Fait que c'est quand même une progression de 10 rangs. On va voir. Mais moi, personnellement, son plancher, je le vois comme un middle six, on va dire. Puis son upside, peut-être juste un deuxième trio, mais en même temps, comme je vous disais tantôt, 6 pieds 4, 210 livres avec ces habiletés-là, ça pourrait vraiment être intéressant. Fait que, on va voir qu'est-ce que Seneca nous réserve pour le futur. Mais c'est l'analyse que j'ai pu faire de ce bon petit Beckett Seneca.
Fait que, OK, ça fait que Beckett Seneca va être repêché par les Blues de Saint-Louis dans la NASHL. En plus, je pense que c'est le 15e rang, le 15e choix présentement, ça se peut. Hey, merci Fred pour cette belle entrevue-là. C'est vraiment nice. Ça donne vraiment une autre dimension au podcast. C'est fucking cool. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Les gars, mais je vous garderai les deux. On a reçu une question de Memo Villanueva sur notre page Facebook. Je ne suis pas capable de dire ce nom-là juste normalement. C'est normal. C'est moi, Beckett Seneca. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, il est déçu de savoir son vrai nom, en fait. Ouais, je veux pas le savoir. Dites-moi le pas si je veux pas le savoir. Puis il nous demande, sa question est simple, il nous demande notre opinion justement sur la liste de Greg Button. Moi, avant Greg, c'est quoi j'ai dit? Tu dis Greg, c'est Craig. Craig Button, yeah. Craig Button. Moi, je n'ai pas regardé là, son top 50, je pense qu'il a fait. Là. 64. Top 60, OK, les 2 premières rondes. Mais je vous dis rapidement le top 10, les boys, puis vous me direz votre opinion. Ouais. Premier, Macklin Celebrini de BU. Ivan Demidov, 2e. Zane Parek, 3e. Ziv Bouyum, 4e. Artyom Levchunov, 5e. L'autre défenseur, Sam Dickinson, 6e. On s'en va en Finlande. Konsta Elenius, 7e. Cole Iserman, 8e. Caden Lidstrom, 9e. Et Tidge Eginla, 10e. Toi, rapidement, Fred, top 10 de Craig Button, comment tu le trouves? Moi, quand j'ai vu le classement de Craig Button, ma première surprise, c'est que je m'attendais à être davantage surpris. Des fois, ces listes, ça sort un peu du champ gauche. Mais le top 15, j'ai pas vraiment, à part le fait que Caton ne soit pas dedans, mais sinon, de la façon dont je le vois, les 2 premiers, selon moi, ils sont pas mal set in stone. Mais par la suite, de 3 à 13, tu peux prendre pas mal tous les joueurs qui sont là, mélanger ça, puis ça te donne pas mal ça. Mais j'inclus Caton là-dedans. Fait que... mais, je veux dire, une équipe qui aurait le 4e choix ou le 9e choix... Ah ouais, 100%. Voilà. Toi, Brabant? Je suis quand même assez d'accord avec ce que tu dis, du sens que du 3 jusqu'au 15, ça pourrait quand même bouger. Je suis surpris de voir Zane Parek 3e, par exemple. Ouais. Je le verrais plus aux alentours d'un 10, admettons. Ça me fait un peu saigner des yeux. Dickinson, je peux comprendre. Je l'ai plus loin, mais je peux comprendre. Boyum, je suis content. Je suis content 4e, par exemple. Je le vois haut un petit peu, mais je l'aime beaucoup. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ben, je trouve que les attaquants qui étaient dans le top 10 ont beaucoup reculé. Ça me fait... TJ là 10e. Je le mettrais un peu plus tôt. Lindstrom, le fait qu'il soit blessé, sûrement que ça fait... c'est réticent un petit peu de le mettre encore dans le top 5. Cole Iserman, moi, ça reste... personnellement, ça reste encore mon 3e. Ça reste encore mon 3e. Intéressant, ça. Mais, tu sais, mettons, moi, c'est Liam Greentree qui est rentré dans le top 15. Ça, je suis quand même assez surpris. Il est à quel rang, hein? Il est 13e. 13e. Avant Berkeley Catton. Ça me surprend aussi. Ouais. Sinon, en général, je suis quand même assez... Il y a Adam Yerisek avec sa blessure qu'on n'a pas vue depuis le U20. Ça me surprend qu'il ait passé le top 15 et tout. Mais tu sais, il est 14. Il est 14. Ouais. Tu parles de Zane Parek, là, mais Craig Button, je pense qu'il a toujours eu tendance à vouloir classer les défenseurs offensifs avant tout ça. Si je regarde à pareille date l'année passée, c'était Sandin Pelika qui avait classé, je pense, 9e, qui était son premier défenseur. Un peu dans le dans le top 15, c'est pas mal ça, mais je te dirais, mais tu sais, plus que tu descends la liste, plus que tu fais des ben, il y a Jacob, tantôt vous parliez de Jacob Febiger, qui a passé dans sa première ronde aussi, j'ai vu ça. Puis il y avait un autre joueur que, honnêtement,
My bad, j'ai jamais entendu, je l'avais jamais suivi, j'avais jamais vu aucun de ses visionnements. 17e, Julius Mittinen. Ouais. Mittinen, on a parlé à notre dernier podcast, puis on l'a monté toutes les deux. Puis en tout cas, moi, il risque de percer ma première ronde, mais lointaine, par exemple. Mettons, il va être dans les alentours du 30e. Mais il a vraiment fait un step-up de malade depuis le début de la saison jusqu'à ce moment. Là. Ouais. Juste pour faire une petite. Expliquer le joueur, là, on parle ici d'un joueur de la WHL, 6 pieds 3, 207 livres, qui a fait 21 points à ses 10 derniers matchs. Ah, c'est tout un monstre en plus. Ah oui. C'est un expert de la défensive en plus. Ouais, mise au jeu, cercle des mises en jeu, il est excellent. Ouais. Puis, un autre qui est surprenant, c'est Brent Nicard qui est sur le bord de sortir de la première ronde. Ça, ouais, toi, tu l'aimes beaucoup. Hein? Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Je pense que j'allais genre 14e ou 15e peut-être. Fait que ça, c'est surprenant. Mais sinon, plus que tu y vas, tu sais, Ryder Ritchie, 32e, c'est surprenant et tout. Sinon, Vaneke, moi, je ne l'ai pas en première ronde. AJ Emery, 22e. Ouais, je pense qu'il y a un gros hype sur Emery récemment, je pense. Ouais, ça, c'est une incompréhension pour moi. Là. Pour moi aussi, en fait. Sinon, Hemming, Shenshaw, Trevor Connelly, même spot. Luchenko qui a percé sa première ronde. Seneki, 39e, je trouve ça loin. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est loin. Ouais, c'est un choix de première ronde. Un joueur qui n'est pas nulle part, en fait, dans le classement, c'est Pulkkinen, le overager défenseur, que honnêtement, je peux comprendre un scout qui ne veut pas le mettre nécessairement en première ronde à cause de son âge ou peu importe, mais de ne pas le mettre en deuxième. Moi, je ne suis pas un fan. Moi, je l'aime vraiment pas, lui. Mais intéressant. Je trouvais qu'il voyait des estis d'une merde. Mais il est imposant, puis le monde en avait peur en esti. Mais le potentiel est là. Ouais. Le potentiel est là. Mais tiens, mettons, on peut parler de Stiga, qui n'est pas dans le top 64. Ouais. Ça, c'est très surprenant. Pas dans son top 64. Artamanov, qui frôle le 50. Il joue dans le KHL quand même. C'est quand même un des gars qui est quand même le plus mature dans son jeu. Artamanov a beaucoup chuté à travers les derniers mois dans le classement. Mais sinon, en général, le reste, ça ressemble. Ouais. Émile, il est où, Brabant? Je sais que tu en as parlé tantôt. Il est-tu en première ronde? Il est 19e. Oui, il est 19e. Il est resté dans des mêmes eaux pas mal. 19, c'est généreux un peu pour moi, là. Mais première ronde, je suis correct. Mais tu sais, mettons, Chernyshov, 18. J'ai hâte d'avoir des visionnements, à maudit. Ouais, intéressant. Ça va être intéressant. Ouais. Tu sais, Cole Hudson, il l'a sorti sa première ronde. Correct. Son Benaric, 53e. Tu sais, son Cole Baudouin, 54e. Est-ce que je comprends qu'il y a seulement un joueur du programme américain en première ronde? Non, il y a AJ Emery. Ah, Emery aussi. Ouais, Emery aussi. 22e. Moi, ça m'a un peu surpris, celle-là, d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu beaucoup, là, mais j'ai regardé ses statistiques tantôt. Un défenseur, 6 pieds 3, 185 livres. Il avait 10 passes durant toute l'année, si je ne me trompe pas. Encore là, c'est pas assez vu, mais 22e. Ouais, je trouve ça haut. Un peu, tu sais, Shuravin, Surin, il frôle la première, début deuxième. OK, c'est intéressant. Non, c'est des... mettons... mais t'as peu, il y en a-tu un qu'on n'a pas? Michael Hagg. Michael Hagg, ouais. Il est-tu... Ouais. Il est en première ronde, mais Misa, il n'est même pas dans le top 64. C'est vrai. Surprenant. Ouais, ça... Je suis pas en désaccord, mais c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Mais c'est vrai que Craig Button, il nous a souvent donné des top 10, des top 32 plus surprenants que ça. Ouais. Moi, Parrot, troisième ronde, là, je la pointe pas pantoute. Troisième rang, ouais. Je la pointe pas pantoute. Moi, c'est Lev Shunov, premier défenseur pour moi. Parrot, ce n'est pas le deuxième. Bouillon, quatrième, je suis surpris. Je ne suis pas en désaccord, je suis surpris, je l'aime beaucoup. Eiserman, huitième. C'est dur, il est dur, Eiserman, à 13. Eiserman, de la façon que je le vois, Button, il évalue beaucoup plus son plafond que son plancher. Ouais, mais oui, tu as raison. Puis d'où la raison du Parrot troisième. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, ça. Puis moi, j'ai sur ma liste, mais j'ai Higgin là au deuxième rang. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais je comprends que... Il est quasiment canné deuxième. Quasiment canné deuxième. Mais je comprends que ça va fort probablement être Celebrini Demidov, là. Mais moi, là, c'est mon gros coup de cœur du repêchage. C'est à partir de 3. 3 à 13, là, très intriguant. Ça va vraiment dépendre des équipes qui vont sélectionner. Ouais, Mais encore là, c'est passé sur un scoreur révolutionnaire comme Yzerman. Là. Je sais. Ah, vous avez des couilles en esti. Qui est si jeune aussi. Ben, je veux dire, t'as beaucoup de jeunes de joueurs. Ouais, mais lui, c'est ça. Il aurait pu se faire repêcher quasiment l'année prochaine. Fait que, c'est comme tu lui laisses encore 1 an de plus que les autres à se développer. Mais tant qu'à ça, Celebrini, il est quoi? Il est jeune, si je ne me trompe pas. Ouais, mais Celebrini, c'est Macklin. C'est un mais non, sa liste, elle a des surprises et du monde où on s'attendait à ce qu'il soit là, mais c'est son Paraskak, moi je suis content. Milieu de peloton, Parachak. Mais nomme-le comme tu veux, mon chum, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Non. Tu vas faire l'entrevue avec, puis tu lui demanderas comment il prononce son nom. Je vais sûrement le bousiller pareil. Oui. C'est ça. Mais voir cette liste-là, ça donne hâte de faire notre liste à nous autres. Ouais, mais ça va nous prendre des grosses playoffs. Là c'est le scouting, là, il va être pas mal plus intensif dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis avec Hein? Tu parles-tu de notre gros programme la semaine prochaine? Ouais, on pourrait closer avec ça. Mais il y a également, là, dans 1 mois environ, peut-être un petit peu moins d'1 mois, le championnat mondial U18 qui va être là. On vous prépare des émissions spéciales, des présentations de toutes les équipes. Ça va être très intéressant également, ce tournoi-là. Puis ouais, avant le podcast, Brabant puis moi, on a décidé la semaine prochaine, ça va être un spécial Europe. On ne vous a pas parlé beaucoup des espoirs européens là, depuis le début là, de nos épisodes Street Scout. Mais la semaine prochaine, ça va être un épisode qui va être entièrement dédié aux analyses, évaluations de différents espoirs en Europe. Puis toi, Fred, si tu veux venir la semaine prochaine pour nous parler de Nathan Beaulieu, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. C'est bien parfait, on fera ça. Yes. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant la fin, les boys? Non, c'est tout pour moi. C'est bien agréable. Hey, merci encore, Fred, d'être venu. Puis, c'est Street Scout qui font des entrevues avec du monde. Hey, je pense que la prochaine étape, c'est d'en avoir un sur le podcast. On met Fred sur le dossier. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il y a juste Fred qui va être capable de parler. Ah non, mais moi, je ne tiendrai pas. Là. Moi, je vous laisse. Moi, je sais vous autres, vous faites. Là, mais je vais regarder attentivement. Je m'en vais dans les coulisses. Non, mais j'ai vraiment aimé ton entrevue, Fred. Tu parles super bien, pour de vrai. C'est la prochaine qu'on va faire avec Sam Dickinson est vraiment différente parce qu'elle est en collaboration avec The Athletic. Je dis ça, puis on en reparlera. Oh. Ah, parfait. Oh, OK, un petit mystère en terminant. Ouais. Merci les garçons. On se voit la semaine prochaine, jeudi soir. Salut. Bonne soirée à la maison.